Bonjour à toutes bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, dans cet après-midi, on va effectuer un gros plan sur les projets d'OBV. Donc on va avoir trois projets qui vont nous être présentés par donc, trois OBV différents. On va avoir même plusieurs partenaires qui vont être présents autour de la table. Donc ça va être une session qui va s'organiser en trois rounds de 30 minutes, durant lesquelles chacun des présentateurs vont effectuer donc leur gros plan sur projet et puis laisseront un petit peu de temps en fin de présentation pour prendre les questions et peut-être interagir avec les participants. Les trois projets qui seront présentés aujourd'hui sont les suivants. Donc, le projet Acclimatons-nous, projet de gestion adaptée et intégrée des barrages et adaptation des communautés locales face au changement climatique, nous sera présenté par Ayoub Hamoudi du COGESAF. C'est un projet de recherche qui vise à répondre aux besoins d'une gestion adaptée et intégrée de trois barrages, Jules Allard, North Attelé et Montjoie, ainsi qu'aux besoins d'adaptation au changement climatique des communautés concernées par les barrages à l'étude. La suite du projet, des plans de gestion des barrages adaptés au changement climatique et intégrant les préoccupations locales ainsi que les plans de gestion des risques résiduels seront construits avec les parties prenantes et les communautés locales. Le deuxième projet sera présenté par Kario Kukpononou de l'OBV Lac Saint-Jean. Il s'agit d'un projet de cartographie des acteurs de l'eau au lac Saint-Jean. C'est un projet qui vise donc à effectuer donc en effet un scope des différents acteurs, des synergies existantes entre ces acteurs afin de suivre et peut-être d'accompagner à la mise en œuvre des objectifs et des actions des PDE. Ici, il y aura une application plus spécifique sur une étude de cas associée aux espèces exotiques envahissantes et puis un teasing un petit peu sur les aspects communicationnels autour de ce projet, notamment autour de vidéos. Le troisième projet, intervention ciblée sur le contrôle de l'érosion et la conservation des sols, sera une présentation conjointe entre trois intervenants, deux provenant de l'OBV B-Missisquoi, donc Joanne Bérubé, directrice générale, et Eric Baudouin. Et on a donc la présence de Simon Lajeunesse, représentant donc de la MRC Brom-Missisquoi. L'organisme de bassin versant de la baie de Missisquoi travaille de concert avec la MRC Brom-Missisquoi pour réduire l'impact des eaux de ruissellement dans les bassins versants et pour effectuer des travaux d'entretien de cours d'eau. Le projet d'accompagnement des producteurs agricoles, intervention ciblée sur le contrôle de l'érosion et la conservation des sols mis en place en 2016, jumelé au concept d'aménagement de cours d'eau de la MRC, pourrait être significatif sur la qualité de l'eau et la biodiversité sur le territoire. Mais tout cela, donc, un cours d'eau à la fois. Mise en contexte du projet, des objectifs visés et les résultats obtenus jusqu'à présent seront présentés ainsi que les concepts et aménagements bonifiés aux travaux d'entretien de cours d'eau. Donc, sans plus attendre, je vais introduire notre premier présentateur. Donc, diplômé de la maîtrise en environnement avec cheminement bilingue en changement climatique, Ayoub Hamoudi travaille à titre de chargé de projet en résilience et adaptation au sein du COGESAF. Passionné par la gestion de l'eau dans un contexte de changement climatique, Ayoub contribue à la réalisation de projets visant le renforcement des capacités d'adaptation et de résilience des acteurs locaux face aux impacts des changements climatiques sur les plans d'eau dans le territoire du bassin versant de la rivière Saint-François. Donc, sans plus attendre, je vais arrêter mon partage et donner la parole à Ayoub. Merci beaucoup, Jérémy. Je vais y aller avec le partage de la présentation. Donc là, est-ce que tout le monde peut me confirmer qu'il a bel et bien vu la présentation à l'écran? Oui. Très bien, merci. Donc, merci beaucoup, Jérémy, merci Sébastien, merci Antoine, merci à toutes les personnes qui sont présentes, merci au ROBVQ pour ce rendez-vous très enrichissant qui va me donner l'occasion de vous présenter ce projet-là, donc le projet de gestion adaptée et intégrée des barrages et d'adaptation des communautés locales face au changement climatique, donc appelé aussi projet Acclimatons-nous. On va aller directement dans le vif du sujet en présentant d'abord l'objectif de ce projet-là. Donc, Jérémy l'a un peu cité dans l'introduction. L'objectif, c'est de co-construire donc, avec les parties prenantes et avec les communautés locales des plans de gestion qui soient adaptés au changement climatique, donc des plans de gestion de barrages adaptés, mais qui puissent intégrer du mieux possible les préoccupations des communautés et des acteurs locaux. Et en parallèle, puisqu'il y aura on appelait ça des risques climatiques résiduels, donc des impacts des changements climatiques qui ne pourront pas être pris en compte par
la gestion des barrages. Donc, il est prévu aussi de co-construire des plans de gestion de ces risques-là. Et donc, tout cela va permettre également de fournir aux communautés locales, à l'ensemble des acteurs, toutes les connaissances scientifiques, les outils de gouvernance qui vont leur permettre de renforcer leur capacité d'adaptation au changement climatique dans leur plan d'eau. Donc, dans le cadre du projet, on étudie 3 barrages qui sont le barrage de Jules Allard, qui se trouve à l'exutoire du Grand Lac Saint-François, le barrage de North-Atlee au lac Massawippi et le barrage de Montjoie au lac Montjoie. Donc, ce sont tous les 3 des barrages de forte contenance, mais qui diffèrent par la superficie de leur bassin réservoir et par le type de gestionnaire, puisque le barrage Jules Allard est géré par le gouvernement, donc le ministère de l'Environnement. Le barrage North-Atlee est géré par une régie intermunicipale et le barrage de Montjoie est géré par une association privée de riverains. Donc, 3 volets sont étudiés dans le cadre de ce projet, mais il est important de dire que ce n'est pas un peu une approche en silo, c'est vraiment une approche où les 3 volets vont vraiment travailler ensemble en parallèle pour arriver aux objectifs du projet. Donc, on a une équipe qui est plus spécialisée en génie, en hydrologie. On a une équipe qui s'intéresse plus à tout ce qui est droit, gouvernance, et une équipe qui se charge aussi du volet de la biologie. Donc, toutes ces équipes-là donc, elles forment en fait notre équipe de travail qui est formée d'un peu plus de 25 personnes, dans laquelle on trouve des chercheurs, des membres du COGESAF, aussi des partenaires externes, des experts comme Ouranos par exemple. Il y a aussi une bonne partie du travail qui est effectuée par des étudiantes qui font leur maîtrise à l'Université de Sherbrooke en génie et également en droit. Puis on a aussi une étudiante en postdoc qui travaille également sur le projet volet droit. Un petit bug, je m'en excuse. Donc, pour vous présenter un peu rapidement les étapes du projet, les étapes qui sont en gris sont les étapes qui ont déjà été finalisées. Les étapes qui sont en bleu sont les étapes qui sont en cours de réalisation et bien sûr les étapes en vert sont les étapes à venir. Donc là, l'équipe a débuté, le projet a débuté bien sûr par la formation de l'équipe de recherche, un peu l'établissement de la méthodologie que suivra le projet, la recherche du financement nécessaire. Par la suite, le projet a été annoncé au grand public. Il y a eu une phase de collecte de données et bien sûr, avant tout cela, il y a eu l'approbation du projet par le comité d'éthique de l'Université de Sherbrooke. Par la suite, il y a eu une phase d'entrevue avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes qui ont été listés dans les plans d'eau étudiés. Donc, ça a commencé en hiver 2020 pour terminer en automne 2020. Par la suite, les données collectées ont fait l'objet d'une analyse, d'une cartographie de ces enjeux environnementaux. Et en parallèle, notre équipe en génie a aussi travaillé à la modélisation de la gestion des niveaux d'eau des plans d'eau étudiés. Donc, les prochaines étapes avec lesquelles on va y aller, ce sera les rencontres publiques d'information. Dans ces rencontres-là, on va le voir par la suite, ça va être des rencontres de présentation de toutes les données qui ont été collectées, les résultats de la cartographie qui a été effectuée jusqu'à présent. Par la suite, il va y avoir des scénarios de gestion des barrages qui vont être élaborés en fonction de tout ce qui a été collecté précédemment afin de pouvoir aider les acteurs et les parties prenantes à co-construire les plans de gestion des barrages et les plans de gestion des risques résiduels. Donc, par la suite, il y aura un sondage de satisfaction qui portera sur le processus en entier du projet et les résultats seront diffusés, bien sûr, par la suite. Donc, il y a eu une phase importante de collecte de données à travers des entrevues qui ont eu lieu, comme j'ai dit, lors de la 3e phase du projet. Donc, ça se faisait par le biais d'un questionnaire et d'une entrevue qui durait à peu près 30 minutes, dans laquelle on collectait le maximum d'informations sur les acteurs concernés, mais aussi sur les enjeux qui se retrouvent dans les plans d'eau étudiés, qui peuvent être en lien avec le barrage. Donc là, on présente, juste pour vous donner une idée, c'est à titre indicatif un peu à quoi ressemblent les résultats. Donc, on peut le voir qu'on a pu cartographier certains enjeux qui ont été soulevés lors des entrevues.
On a aussi pu déterminer un peu la qualité de la relation entre les acteurs, quels sont les acteurs principaux dans chaque plan étudié, et aussi pour chaque lac, donc quels sont les enjeux qui semblent être prioritaires, donc qui ont été le plus cités par les personnes interviewées, et ceci va être vérifié bien sûr lors des rencontres d'information. Donc, tout ce qu'on a effectué jusqu'à présent dans le cadre du projet en termes de collecte de données de cartographie, on l'a en fait travaillé et mis sous forme de capsules vidéo informatives. Donc, ces capsules vidéo sont à disposition du grand public. Donc, on a des capsules qui sont plus d'ordre informatif, un peu qui renseignent sur certaines étapes du projet, et on a des capsules qui sont plus propres à chaque lac étudié et aux problématiques qui s'y retrouvent. Donc, les acteurs et les parties prenantes qui sont concernées par notre étude vont devoir aller voir ces capsules vidéo-là en préparation aux rencontres d'information. Puis, ces capsules sont aussi disponibles donc, pour tout public si vous aussi vous êtes intéressé un peu connaître la démarche du projet ou certaines étapes qui ont été faites dans le cadre du projet, vous pouvez les consulter, bien sûr. Juste pour vous donner une idée un peu de l'étape de modélisation de la gestion des niveaux d'eau, donc il y a eu, nos étudiantes en génie sont allées chercher en fait des données climatiques dans des bases de données climatiques. C'est principalement des données de température et de précipitation en climat actuel et en climat futur. Et ces données-là ont été rentrées dans ce qu'on appelle un modèle hydrologique qui permet de simuler les débits, donc les volumes d'eau qui rentrent dans le bassin versant. Donc, par la suite, ces données de débit et de volume d'eau sont entrées dans un modèle de gestion des barrages. Donc, on a utilisé un modèle qui s'appelle ECRESIM, qui est très populaire ici en Amérique du Nord. Et on y ajoute d'autres données comme des caractéristiques physiques du barrage, mais aussi des contraintes de gestion et des préoccupations locales. Donc, pour savoir un peu, ça va être quoi les préoccupations qui peuvent être intégrées dans le modèle de gestion en fonction, bien sûr, des objectifs de gestion des barrages qui sont déterminés pour chaque barrage. Et ça nous permet de déduire le niveau de stockage et débit de soutirage et comparer avec les objectifs de gestion, avec ce qu'on appelle la courbe cible pour chaque gestionnaire de barrage, pour voir si c'est faisable ou s'il y a d'autres moyens de s'ajuster. Donc, par la suite, l'étape qui est en cours de réalisation également, c'est la construction de scénarios de gestion. Donc, avec le modèle de gestion ECRESIM, en fonction des préoccupations locales, des préoccupations qui peuvent être modélisées, et aussi en fonction de ce que le système de gestion peut prendre ou pas. Parce que les préoccupations qu'on a collectées jusqu'à présent sont, si on peut les traduire dans un langage de gestion des barrages, ça va être plus des niveaux d'eau. Donc, à maintenir dans le barrage, dans le bassin réservoir du barrage, ou parfois des débits qui sortent du barrage. Donc, on essaie de traduire les préoccupations dans ces deux aspects-là, puis voir si, par exemple, on teste un scénario de gestion par notre équipe de génie et on observe si ce scénario, il répond un peu à la courbe cible de gestion du barrage et s'il répond aussi aux préoccupations locales qui sont listées. Bien sûr, un scénario ne peut pas amener à une situation gagnant-gagnant. Donc, c'est pour ça que nous, dans le projet, on a le plan de gestion des risques résiduels qui ne peuvent pas être pris par la gestion du barrage. Alors, la prochaine étape qu'on va effectuer la semaine prochaine, ça va être les rencontres d'information donc avec les acteurs et les parties prenantes. Donc, l'objectif ou les objectifs de ces rencontres d'information-là vont être d'abord de présenter les résultats de la cartographie des enjeux qui ont été répertoriés et les corriger, les bonifier au besoin, puis essayer de confirmer les préoccupations majeures des communautés locales et essayer de voir dans ces préoccupations-là, c'est lesquelles qui peuvent être prises en considération
par la gestion du barrage et c'est lesquels qui vont être plus de l'ordre du plan de gestion des risques résiduels. Donc, par la suite, pour co-construire ces plans-là à travers la médiation et lors des rencontres d'information, donc, il y aura une partie où on va inviter les participants à prendre part au processus de co-construction à travers la médiation. Donc, une des phases qui va venir après. Donc, la co-construction, vraiment le cœur du projet, va se faire à travers des rencontres de médiation, donc où on aura les parties prenantes, on aura les chercheurs, on aura des médiateurs spécialisés pour pouvoir un peu bien gérer la co-construction de ces plans-là. Donc, pour avoir plus d'informations sur le projet, parce que là, je comprends qu'on avait quand même un petit peu de temps pour présenter le projet brièvement, mais si vous voulez avoir un peu plus de détails sur le projet, sur la description, sur les étapes, sur les barrages étudiés, si vous voulez consulter les capsules informatives ou les documents qu'on a mis à disposition, vous pouvez visiter notre site internet, donc acclimatant-nous.org. Et en conclusion, je rappelle juste que le projet est financé par de nombreux organismes, donc gouvernementaux, municipaux et académiques. Donc, ça met fin à la présentation du projet Acclimatons-nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. J'imagine que je redonne la parole à Jérémy ou on passe directement aux questions. Merci Ayoub pour cette présentation. Tu gardes la parole, là, on a 10 minutes à peu près de questions, donc j'invite vraiment les participants à lever la main, peut-être à poser les questions directement dans le chat s'il y a un intérêt quelconque à poser des questions. Donc, je vois qu'Antoine s'est empressé de lever la main. Oui, je ne me suis pas empressé. En fait, je veux briser la glace parce que personne écrivait de questions, mais bon, j'ai collaboré au projet dans un comité là, de suivi, donc je connais bien. Puis, Ayoub, ce matin, il y a une grande partie de l'auditoire ici qui était présente dans une formation sur la résolution de conflits, la médiation. Donc, Jérémy, peut-être que tu l'as très rapidement abordé, mais que tu puisses un peu nous détailler un peu plus cet aspect-là du projet, peut-être qui pourrait intéresser ceux qui étaient là à la formation de ce matin. Oui, bien sûr. Moi, malheureusement, je m'excuse, je n'ai pas pu assister à la formation de ce matin vu que j'avais d'autres engagements. Mais comme l'a dit Antoine, en fait, un grand volet qui est quand même important, c'est le volet de médiation. C'est un volet quand même assez délicat, mais très important dans le cadre du projet parce que, on s'entend, la gestion du barrage, c'est quand même un processus assez complexe. Qui fait intervenir d'autres acteurs externes autres que le gestionnaire du barrage lui-même et qui amène des fois à des désaccords, des fois à des conflits entre les acteurs présents sur le plan d'eau. Ça peut être au niveau du bassin réservoir, comme ça peut être par exemple un conflit entre l'amont et l'aval. Donc ça, c'est un aspect qui est à prendre en considération dans le cadre qu'on prend vraiment grande importance dans le cadre du projet, mais qui doit être pris vraiment en considération dans la gestion des barrages en général, pour essayer de faire en sorte que cette gestion-là soit comprise par l'ensemble des acteurs, puis que l'ensemble des acteurs, que ce soit en amont ou en aval, puissent arriver à cette conciliation entre les usages, les différents usages qui existent dans les plans d'eau avec la gestion du barrage. J'espère que ça répond un peu à la question, Antoine. Oui, tout à fait. C'était aussi pour briser un peu la glace. Il y a peut-être d'autres gens là, qui auront des questions plus détaillées. Puis un autre aspect, juste aussi pour continuer à briser la glace, ce projet-là, il étudie 3 barrages spécifiques, mais la façon dont il est conçu, c'est pour que ce processus-là peut être repris dans la gestion d'autres barrages, que ce soit au Québec ou ailleurs. C'est parce qu'un des aboutissements de ce projet, outre les résultats qui sont les plans de gestion et les plans de gestion des risques résiduels ou les plans de gestion adaptés intégrés des barrages, c'est un processus décisionnel
qui peut être repris par des communautés concernées par la gestion d'un barrage pour pouvoir refaire un peu le même travail et adapter la gestion du barrage le plus possible au changement climatique, aux communautés locales, mais aussi faire en sorte que ces dernières puissent aussi comprendre la complexité de la gestion du barrage, puis s'adapter aux risques résiduels. Luc, si tu veux y aller avec ta question. Oui. Dans le fond, la démarche comme telle, entre la durée prévue pour ce type de démarche-là, avec l'implication des chercheurs, etc., ça peut ressembler à quoi? Bonne question. En fait, on a démarré le projet en août 2019 et il est prévu qu'on le termine pour décembre 2021. Donc, ça prend quand même un bon 3 ans pour être un peu plus dans le cœur du projet. Mais il y a aussi des phases qui vont être après le projet, donc suivi, mise en œuvre aussi. Donc, il faut compter quand même peut-être 1 an ou plus pour ça. Vu notamment vraiment l'implication des chercheurs, quand on a une grande équipe de recherche, quand on a beaucoup de volets d'études à prendre en charge, il faut quand même se donner du temps pour ça. Puis au niveau de l'OBV comme tel, ça pouvait ressembler à quoi comme parce que dans le fond, j'imagine qu'il y a des séquences où ce que les chercheurs font leur travail, il y a d'autres séquences où vous êtes impliqués. Ça peut ressembler à quoi sur cette période-là, le niveau d'implication de l'organisme des bassins versants? Oui, très bonne question. Donc, nous, en tant qu'OBV, on est plus dans la coordination du projet. On veille à ce que le projet avance. Donc, on a aussi la gestion des budgets à effectuer, puisque c'est nous qui avons fait les demandes de subventions. Donc, on a une gestion de budget. On fait de la coordination aussi entre les différents acteurs. On fait aussi beaucoup de communication, vu que nous, on est quand même assez proche des acteurs du milieu, plus que les chercheurs universitaires. Donc, on assure ce volet-là. Et parfois, on est appelé aussi à venir en aide aux chercheurs selon notre expertise également. J'en ai un autre, t'inquiète là. Oui. Allez-y, on est là pour ça. Puis, bon, tu décris une démarche qui se déroule entre août 2019 puis décembre 2021. Mais puis bon, il y a une démarche de co-construction. Normalement, j'imagine qu'il va rester des outils ou une certaine forme de suite à cette démarche-là pour les acteurs du territoire. Comment tu vois l'OBV? C'est quoi la part de l'OBV là-dedans, à date? Est-ce que ça a été réfléchi, cet aspect-là? Je dirais que ça a été réfléchi quand même d'une façon assez sommaire, parce que à la suite du projet, nous, ce qu'on prévoit, c'est une révision des plans de gestion des barrages à chaque 5 ans. Mais on va fournir quand même un processus décisionnel assez complet, le plus complet possible, aux gestionnaires des barrages, aux communautés locales, pour que nous, le COGESAF, on reste quand même dans un rôle de suivi, plus que dans un rôle de gestion ou d'accompagnement. Ça va être plutôt le gestionnaire des barrages avec les communautés locales qui vont s'occuper de ce volet-là, puis nous, on va être en suivi, en support si nécessaire. On a des questions qui sont entrées dans le clavardage. Je peux les amener. Avez-vous déjà d'autres endroits de prévus ailleurs pour implanter cette démarche? Question posée par Anaël. Merci Anaël pour la question. Pour le moment, on n'a pas encore réfléchi à d'autres barrages qui peuvent faire l'objet de cette étude. Donc, on verra à la suite du projet, peut-être s'il y a d'autres barrages ici dans la région ou ailleurs au Québec qui voudraient aller avec cette démarche. Il y a Raphaël qui demande, est-ce que la déconstruction des barrages est considérée comme des solutions comparatives? La déconstruction, ça n'a jamais été évoqué jusqu'à présent dans le cadre du projet. Peut-être une amélioration de la structure du barrage en place, mais la déconstruction, je dirais que ça n'a jamais été considéré dans le cadre de ce projet-là.
Super, merci, merci à Ayoub. On aurait peut-être eu le temps de prendre une dernière question. S'il n'y a pas de manifestation de la part des participants, je vais proposer de switcher de présentation. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ah, si j'ai une question pour toi. Serait-il pertinent d'avoir un partenaire qui prend la partie de la continuité écologique du CE, corridor écologique? Cours d'eau, pardon. Des cours d'eau. Je pense que c'est pertinent d'avoir le suivi de toutes les parties, en fait, la partie hydrologique, la partie gouvernance, la partie biologique, écologique, cours d'eau. Pour le moment, on n'a pas encore, comme j'ai dit, réfléchi plus précisément à cet aspect-là de suivi, vu qu'on n'est pas encore rendu là, mais effectivement, il serait pertinent d'avoir un partenaire ou un comité qui peut être formé à la suite du projet pour prendre un peu en charge le suivi de tous les aspects qui vont être liés à la mise en œuvre et au suivi du projet. J'espère que ça répond à la question. A priori. Je vous en prie. Un grand merci. Merci à toi pour cette présentation. Je t'en prie, Jérémy. On va passer à la seconde présentation. On est parti pour un partage d'écran rapidement. Donc, Cario Couponou est chargé de projet à l'OBV Lac-Saint-Jean depuis le mois d'août 2019. Diplômé d'une maîtrise à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS ET, je ne sais plus comment on le prononce, en sciences de l'eau. Il a un intérêt particulier pour l'environnement et pour la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Ayant effectué son stage de fin d'études en ce sens au sein d'une équipe de recherche à l'INRS, il s'attelle à encourager les acteurs de l'eau du territoire de gestion de l'OBV Lac-Saint-Jean dans la réalisation des projets de mise en œuvre du plan directeur de l'eau. Donc, sans plus attendre, je vais te donner la main, Cario. Okay. Je vais essayer de partager mon écran, ce ne sera pas bien long. Okay. Est-ce que vous le voyez? Oui, ça marche super bien, merci. Moi, je vais me battre avec mes caméras, mais ça peut être... C'est beau? Oui, c'est parfait. Ok. Merci beaucoup de participer à cette présentation. Je remercie toute l'équipe du ROBVQ aussi pour l'opportunité de pouvoir présenter ce projet-là. Je parlais du projet de la cartographie des acteurs de l'eau au Lac-Saint-Jean. En fait, c'est un projet qui a été fait l'année dernière, dans les mois disons de mai à novembre 2020, soit environ 6 mois. C'est une collaboration de l'OBV Lac-Saint-Jean avec l'UQAC, c'est l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, on a travaillé avec une étudiante de l'UQAC qui s'appelle Véronique Loisel, qui est biologiste et aussi éco-conseillère diplômée à l'UQAC. Et tout ça, ça a été fait sur la supervision du professeur en éco-conseil Olivier Riffon. Donc, c'est un projet pour favoriser la mobilisation des acteurs de l'eau sur le territoire de gestion de l'OBV Lac-Saint-Jean. Donc, j'ai décidé quand même de structurer ma présentation sous 3 points. Le premier, c'est de savoir qu'est-ce qu'une cartographie des acteurs. Je vais vous exposer un peu pourquoi en réaliser une. Le deuxième point sera comment réaliser la cartographie des acteurs de l'eau. Je vais vous exposer un peu la méthodologie de réalisation que nous avons adoptée au sein de l'OBV Lac-Saint-Jean pour ce projet et les résultats que nous avons eus. Et en troisième partie, je vais vous présenter quelques applications, des applications sommaires de ce projet-là et puis des perspectives d'avenir qu'on a. Donc, pourquoi une cartographie des acteurs? Dans la littérature, il y a quand même plusieurs noms qui prennent le nom de cartographie des acteurs. Ça peut être la cartographie des acteurs, ça peut prendre aussi le nom tout simplement d'analyse de réseau social ou de carte sociale. Mais en fait, tous ces noms-là se rapportent à une représentation d'un réseau d'acteurs qui agissent sur un domaine spécifique. Et dans notre cas, c'est le domaine de l'eau. Donc, généralement, un réseau social, il est composé de nœuds. Qu'on voit, ce sont des petits ronds qui représentent généralement des acteurs. Et entre ces nœuds-là, on peut avoir des traits, des tirets qui matérialisent les liens que ces acteurs-là peuvent avoir entre eux. Donc,
Pourquoi réaliser une cartographie des acteurs? C'est important de répondre à cette question-là. Pourquoi? Parce que la première raison, c'est qu'elle permet d'avoir une vision d'ensemble sur le réseau d'acteurs. Et aussi de mieux apprécier la dynamique du réseau. C'est-à-dire qu'avec, ça nous permet d'avoir une vue panoramique sur notre réseau et avec les différentes nuances visuelles qu'on peut avoir dans notre carte, que ce soit dans la grosseur des nœuds, que ce soit dans la taille des liens ou aussi même la couleur des liens entre les acteurs, ça nous permet de pouvoir apprécier très, très rapidement en un clin d'œil la dynamique du réseau. Et la troisième raison, c'est que ça nous permet de mieux connaître les acteurs et leur capacité d'action parce que dans ce projet, on a effectué une collecte d'informations, une collecte de données qui nous permet de connaître les acteurs et de savoir aussi comment ils peuvent agir ou non pour la mise en œuvre de projets pour la gestion intégrée des ressources en eau. Et la quatrième raison que je trouve être la résultante de toutes les raisons, c'est que ça va nous permettre réellement, ce projet-là, en tout cas, nous permet de favoriser la mobilisation des acteurs. Nous sommes des OBV et puis nous savons que la mobilisation des acteurs sur nos territoires, c'est un véritable enjeu. Il y a même des communautés de pratique pour parler de la mobilisation. Il y a même des formations sur la mobilisation. Donc, c'est vraiment un enjeu parce que s'il n'y a pas de mobilisation, la concertation est mise un peu à mal. S'il n'y a pas de concertation, nous-mêmes, dans notre mandat, c'est difficile. Et après, s'il n'y a pas de concertation, c'est difficile de faire avancer des projets. Donc, cet outil-là, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de favoriser la mobilisation des acteurs pour faire des projets qui sont vraiment, vraiment concertés. Donc, ensuite, la deuxième étape, c'est la présentation de la méthodologie. Il y a dans la littérature, on peut observer quand même beaucoup de manières de faire une cartographie. Il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de méthodologies qui existent. Mais c'est sûr que nous, on s'est inspiré d'une étude qui a été faite, d'une cartographie des acteurs qui a été faite en adaptation au changement climatique, qui a été faite à Montréal. C'est une étude, c'est un rapport qui a été écrit par Mathilde Jutras, vous pouvez le voir, de l'ENAP. Et nous sommes inspirés de ce rapport-là et on l'a adapté à notre échelle. Et aussi, on a demandé aussi la supervision du professeur Olivier Riffon aussi pour l'adapter. Donc, les étapes de réalisation, nous, on a trouvé 5 étapes, on a développé 5 étapes. Donc, la première, c'est d'identifier l'objectif. La deuxième, c'est de sélectionner les acteurs qui vont faire partie de notre cartographie. La troisième étape, c'est de sélectionner la bonne approche de cartographie qui est différente de la quatrième, qui est de sélectionner un outil de cartographie. Et la cinquième et la dernière étape, c'est la collecte de données. Donc, je vais d'abord commencer par exposer la première étape qui est l'identification de l'objectif. Donc, l'identification de l'objectif, pourquoi c'est important d'identifier un objectif? Parce que l'objectif sert de fil directeur au projet et il permet de définir dès le départ ce qu'on souhaite accomplir avec cette cartographie-là. Je pense que c'est important quand même d'écrire cet objectif-là parce que ça nous permet de pouvoir nous recadrer quand après 2-3 mois, on prend des décisions et on ne sait plus pourquoi on les prend. Donc, avoir cet objectif-là par écrit nous permet de pouvoir nous recadrer lorsque parfois il y a des tentatives de dérive. Donc, nous, au sein de l'OBV Lac-Saint-Jean, on a défini 2 grands objectifs. Le premier, c'est de mieux connaître les acteurs de notre territoire. Donc, c'est-à-dire de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les relations qu'ils entretiennent entre eux, quels sont leurs intérêts, les freins, obstacles et ressources pour la gestion intégrée de l'eau. Et le deuxième grand objectif, c'est vraiment la visualisation cartographique de tous les acteurs de notre territoire. Donc, la deuxième étape, c'est la sélection des acteurs. Il y a beaucoup aussi, dans la littérature, il y a beaucoup de manières de sélectionner des acteurs. Ça peut passer par la consultation de la méthode, de la documentation disponible ou la méthode boule de neige. Mais nous, on a essayé d'adapter ces méthodes-là à notre échelle. Et aussi quelque chose qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'au cours de notre 25e table de concertation, on a demandé aux membres de pouvoir faire un inventaire de tous les acteurs qu'ils connaissent, que ce soit du secteur consultatif, communautaire, municipal et économique. Donc, on leur a demandé de faire un inventaire de tous les acteurs qu'ils connaissent. Mais c'est sûr que, bien évidemment, on a pris tout ce qui nous a été donné, qu'on a bonifié avec nos connaissances personnelles, qu'on a bonifié avec la documentation disponible. Et après, on a essayé de faire un tri de tous ces acteurs-là. Donc, on l'a fait passer par un outil de tri
C'est un peu comme le graphe que vous voyez là, c'est un outil de caractérisation des parties prenantes qui a été développé par le professeur Olivier Riffon. Ça nous permettait de trier les acteurs qui avaient un niveau de contribution et un niveau d'impact qui était jugé moyen. Donc, quand le niveau de contribution et d'impact était jugé moyen, on considérait ces acteurs-là et on laissait les autres. Donc, c'est vraiment un exercice qui a été fait à l'interne sous la base de nos connaissances et de ce qu'on voyait et de la littérature aussi. Et ça nous a permis de trier vraiment les acteurs à inclure dans notre cartographie. Donc, la troisième étape, ça a été la sélection de l'approche de cartographie. Je vais essayer de voir si je peux pas. C'est beau. Donnez-moi juste un instant, ça va pas être bien long. OK. Donc, la troisième étape, ça a été de savoir, de trouver l'approche de cartographie à utiliser. Donc, il y a plusieurs approches de cartographie qui existent et c'est important de noter que l'approche de cartographie dépend de l'objectif qu'on s'est fixé aussi au départ et de la manière de classer les données. Il y a plusieurs approches, ça peut être l'approche par projet, l'approche par enjeu, l'approche par secteur, par initiative, etc. Et nous, à l'OBV Lac-Saint-Jean, on a opté pour l'approche de cartographie par enjeu. Pourquoi? Parce qu'on a défini 12 thématiques qui nous étaient chères, qui nous étaient importantes et pour lesquelles on voulait avoir une cartographie par thématique, c'est-à-dire des acteurs qui étaient intéressés par les thématiques et pas avoir une cartographie grande. C'est vrai, on aura la cartographie grande, mais on voulait avoir aussi des cartographies qui étaient bien spécifiques. Donc, on a défini 12 thématiques parmi lesquelles on peut avoir les bandes riveraines, l'eau potable, les eaux usées, l'eau pluviale, les espèces exotiques envahissantes. Donc, on a essayé de définir à l'interne ces thématiques-là et l'approche de cartographie par enjeu nous permettait justement de pouvoir avoir une cartographie par enjeu. Donc, après ça, il a fallu déterminer l'outil de cartographie à utiliser après avoir sélectionné l'approche de cartographie. Donc, là, maintenant, on a commencé par regarder quels étaient les outils qui étaient disponibles dans la littérature. On a exploré Gephi, Graph Commons, Kumu et Google Data Studio. Et puis, on a choisi Kumu à cause des options de personnalisation qui étaient quand même bien. Ça nous permettait aussi d'avoir une carte interactive qui permettait de naviguer très, très rapidement dans le réseau et de trier très, très rapidement l'information aussi. Et Kumu nous donnait aussi l'opportunité d'avoir une cartographie par thème et par enjeu et c'était vraiment ce qu'on voulait là. Donc, on a choisi Kumu, on a essayé de l'étudier, de voir comment intégrer les données, quelles sont les données qu'il fallait. Et ça nous a permis justement d'aller à la 5e étape qui est la collecte de données. Donc, la collecte de données, c'est quand même un gros morceau de ce projet-là. Ça a été fait en 2 étapes. La première étape, ça a été un sondage qui a été envoyé aux acteurs. Et la deuxième étape, ça a été l'entrevue téléphonique. Dans la ligne qui suit, je vais vous présenter un peu les deux étapes. La première, le sondage envoyé aux acteurs. Pourquoi on a envoyé un sondage? C'est pour répertorier des informations. Donc, ça nous a permis d'avoir les informations comme le nom du répondant, les informations générales sur l'organisation, un bref descriptif aussi de l'organisation, c'est quoi leurs intérêts, sur quoi ils travaillent. On leur a demandé aussi leur intérêt par rapport aux 12 enjeux de l'eau que nous avons prédéfinis. Donc, on leur demandait de définir entre 0 et 3, quel est l'intérêt qu'ils avaient par rapport aux 12 enjeux, 0 étant qu'ils n'étaient pas intéressés ou ils n'avaient pas d'action qui était faite, et 3 étant la problématique. La thématique est vraiment au cœur de nos activités. Donc, on leur demandait entre 0 et 3 de se situer et on leur demandait aussi une idée sommaire des organisations avec lesquelles ils étaient partenaires. Donc, cette question-là, ça nous permettait de soit justifier notre sélection d'acteurs ou soit d'en ajouter. Donc, à la fin, ce sondage nous a permis de créer des fiches d'acteurs où toutes ces informations ont été répertoriées et de la mettre dans une base de données Excel. Donc, après ça, ça a duré environ 2-3 semaines. 2-3 semaines environ, le sondage, créer le sondage, l'envoyer et réceptionner. Donc, ça a pris, disons, 3 semaines. Donc, après ça, on a fait une entrevue téléphonique. Donc, on va me demander, mais pourquoi on a fait une entrevue téléphonique après un sondage? Pour la première raison, c'est parce que on était en temps de COVID, donc c'était beaucoup plus tranquille. C'était le fun pour les personnes de nous parler.
parce qu'il n'y avait pas beaucoup de contacts. Donc, c'était vraiment très intéressant pour les gens de nous parler. Et la deuxième raison pour laquelle on a associé l'entrevue téléphonique à un sondage, c'est parce qu'il y avait quand même des informations sensibles qu'on aurait aimé leur demander, qui n'étaient pas forcément, certains acteurs auraient été moins à l'aise de nous donner par un sondage, par exemple. On leur demandait en fait les relations qu'ils avaient entre les acteurs, entre leurs partenaires. Donc, on a défini des types de relations, des relations de financement, collaboration, organisationnelle et tout ça. Et on leur demandait quel est le type de relation que vous entretenez avec un acteur X, par exemple, et quelle est la force de cette relation. Donc, c'est vraiment des informations qui sont touchées un peu, que c'était intéressant d'avoir par téléphone, et ça créait aussi le lien de confiance. Et la deuxième, pourquoi il fallait faire une entrevue téléphonique, c'était aussi qu'on voulait leur demander leurs freins et leurs ressources. Donc, on a essayé un peu d'adapter l'analyse FFOM à cet exercice-là, à cette démarche-là. Donc, on leur demandait les freins et les ressources, que ce soit à l'interne ou à l'interne ou à l'externe dans la mise en œuvre de projets en lien avec la gestion intégrée de l'eau. Donc, comment ça s'est déroulé? On préparait le questionnaire, on leur envoyait le questionnaire à l'avance. On avait créé un compte sur une plateforme qui s'appelait Calendly. Il y avait 2 personnes qui étaient responsables de l'entrevue. Ça durait environ 30-40 minutes. Donc, plus les notes, ça faisait environ 1 heure. Donc, on avait des plages horaires aux 30 minutes, 9h, 9h30, 10h, 10h30. On se divisait les entrevues selon l'achalandage. Avant de commencer, on a fait des tests d'uniformisation pour débuter la démarche, et tout ça, ça nous a pris environ 3 semaines et demie pour les entrevues et tout. Donc après, il a fallu compiler les données. Donc, j'en viens aux résultats. Donc, les résultats sont quand même assez probants. On a une très belle toile d'araignée à droite qui nous permet de voir tous les acteurs qui ont été sélectionnés. Il y avait quand même eu 300 acteurs sélectionnés. On a eu un taux de réponse général à la démarche qui est d'environ 44%. Donc, il y a 132 acteurs qui ont répondu de près ou de loin à la démarche. Et on a un taux, c'est quand même un taux moyen, mais on a un taux de réponse à l'entrevue téléphonique qui est de 30%, qui est quand même un taux excellent parce que, quand même, compte tenu de la démarche, où ce n'est pas forcément bien compris, c'est quand même un très bon taux. Et nous sommes quand même très contents d'avoir ce taux de 30%-là. Et on a une cartographie des acteurs qui regroupe environ 215 acteurs. C'est des acteurs qui ont été nommés ou pas. Et on a 1141 liens entre les acteurs. On s'attendait à avoir un peu plus. On a même fait une joke à l'interne pour savoir qui allait trouver le lien exact. On avait à 1200, mais on a eu quand même 1141 liens. Et après, on a toutes les données qu'on a eues à l'entrevue téléphonique, on l'a bonifié dans notre base de données Excel. Donc, c'est quand même un beau résultat qu'on a eu, et je vais vous présenter par la suite quelques perspectives, quelques applications de la cartographie. Donc, je suis maintenant à la section des applications. C'est sûr que il faudra d'abord, avant de commencer ça, vous mentionnez qu'on est quand même au début, on n'a pas encore tout exploré, donc je vais vous présenter des applications sommaires qu'on peut déjà faire très très rapidement avec Kumu, en attendant de pouvoir continuer d'approfondir toutes les applications qu'on peut faire. La première application, c'est vraiment le filtrage de données. Kumu nous permet très très facilement de filtrer les données, de notre cartographie. Si vous regardez un peu en haut, il y a il y a 12 thématiques. Quand on se connecte sur la plateforme Kumu, il y a les 12 thématiques qui sont en haut et qui sont affichées en haut. Et lorsqu'on clique sur, par exemple, espèces exotiques envahissantes, qui sera l'objet de mon étude de cas aujourd'hui, on a la cartographie des acteurs qui sont intéressés par les espèces exotiques envahissantes. Donc, ça permet de filtrer très rapidement de l'information, et on peut voir les acteurs qui ont des intérêts de droit. Par exemple, la thématique est au cœur des activités de leur organisation, ou des acteurs qui ont un intérêt beaucoup moindre. Et la deuxième application, c'est de pouvoir aussi visualiser très rapidement la dynamique du réseau. C'est important aussi de mentionner que les noms, en fait, vous voyez des ronds, juste des ronds, mais on a le nom des
des acteurs qui sont là. C'est sûr que pour des raisons de confidentialité, on a caché les noms, mais on connaît par exemple les acteurs qui sont comme dirais-je, les incontournables, ceux qui sont les plus gros, les plus faibles et tout. Donc, on connaît un peu, on a beaucoup d'informations sur ces acteurs-là et on peut identifier les avis qui sont les plus connectés. Et quand vous regardez un peu, juste une analyse sommaire, vous voyez qu'il y a quand même un peu de rouge là. Donc, entendre le rouge, c'est pour matérialiser les liens de collaboration. Donc, c'est quand même positif déjà à la vue de cette image-là, de remarquer qu'il y a quand même un fort lien, il y a un fort taux de collaboration et c'est quand même très, très positif pour la mobilisation des acteurs. Une troisième option, quelque chose qu'on peut faire, c'est aussi de pouvoir diversifier les liens. Par exemple, on peut voir aussi des liens qui sont un peu verts. Et le vert, c'est c'est un peu du financement. Donc, on peut voir quelles sont les organisations qui financent. Et puis, parce que le financement, c'est aussi le nerf de la guerre. Donc, voir quelles sont les organisations qui peuvent servir de bailleurs de fonds, de financer des petits projets, sur les espèces exotiques envahissantes. Une autre application, c'est le ciblage des données. Quand on analyse de loin, on peut, pas de loin, mais quand on regarde un peu cette figure-là, on peut voir qu'il y a des acteurs qui sont un peu en périphérie. Donc, ce sont des acteurs qu'on peut identifier et leur permettre d'être plus maillés avec le réseau. Donc, déterminer des stratégies pour les inclure dans le réseau maillé. Et ça se combine avec la quatrième, la personnalisation des acteurs, parce que quand on clique sur un acteur, on peut voir le réseau direct de cet acteur, les acteurs avec lesquels il est relié très, très directement, et avec les informations sur les freins et ressources qu'on a sur cet acteur-là, on peut essayer de le combiner ou de l'associer à un autre acteur où, par exemple, les freins matchent avec les ressources. Par exemple, un acteur qui a de l'argent, mais qui n'a pas des ressources humaines, peut être facilement mis en contact avec un acteur qui a des ressources humaines, mais qui n'a pas d'argent, par exemple. Quelque chose comme ça. Donc, c'est en gros, quelles sont les applications très, très sommaires qu'on peut faire avec Kumu. Et comme je vous le disais, c'est quelque chose qui a exploré. Une application pratique, c'est de la base de données Kumu, la base de données qu'on a réussi à avoir, c'est qu'on a organisé notre forum sur les espèces exotiques envahissantes. C'est un forum qui a eu lieu les 24 et 25 février dernier. C'est un forum qui a été fait en ligne et ça a été vraiment très, très, très pertinent parce que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est considérée un peu comme une région tampon, une région où quand même assez épargnée de cette problématique-là. Donc, on a essayé de faire, on a fait un forum sur les espèces exotiques envahissantes. Et avec la base de données qu'on avait, ça nous a permis d'identifier quels étaient les acteurs qui étaient les plus intéressés, qui étaient intéressés par cette problématique et qui sont les acteurs qui nous ont mentionné vouloir en faire plus. Donc, ça nous a permis de rejoindre les acteurs qui étaient pertinents. Ça a été un beau succès. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça nous a permis aussi de mettre en place un comité régional sur les espèces exotiques envahissantes. Ce que vous voyez là, ce sont des fichiers Jamboard des activités qu'on fait justement pour la mise en place d'un plan d'action sur les espèces exotiques envahissantes. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que cet outil-là nous a permis justement d'arriver à cela, d'arriver à créer un comité régional et d'avoir une concertation autour d'un enjeu de l'eau. Donc, en tout cas, c'est une belle application de la réalisation de ce projet-là et quelque part, nous en sommes quand même fiers. Donc, pour plus d'informations, il y a quand même 2 vidéos qui ont été faites de vulgarisation du projet. La première, c'est une vidéo de 5 minutes qui présente le projet en général. Et la deuxième vidéo, c'est une vidéo d'environ 11 minutes qui présente le projet et aussi la méthodologie. Ce sont des vidéos qui ont été faites par Véronique Loisel, ce sont des vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Il y a aussi les résultats généraux de la cartographie qu'on a eu, qui sont là, qui sont disponibles sur demande. Et on a un rapport de la méthodologie aussi qui est finalisé.
Et quelles sont les perspectives à l'avenir? La perspective, bon, c'est de développer notre stratégie de mobilisation dans l'aide-mémoire du ROBVQ, qui a été fait par le ROBVQ quand même. L'établir le profil des acteurs, c'est vraiment la troisième étape. Donc, c'est de continuer toutes les étapes et puis de construire notre stratégie de mobilisation. En parallèle, c'est vraiment d'apporter une aide ciblée à nos acteurs en fonction des informations qu'on a et de toutes les ressources que cet outil-là nous permet d'avoir et de mettre à jour continuellement cet outil pour qu'il nous permette justement de pouvoir apporter cette aide ciblée de manière continuelle. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre participation. Super, merci beaucoup Cario. Très intéressante présentation notamment de la méthodologie et de l'application qui peut être faite donc, de l'analyse de réseaux sociaux. Donc, je note notamment la perspective là, avec la stratégie de mobilisation et puis partir d'un constat un petit peu holistique là, et représentatif du territoire avec l'intégration de tous les acteurs. Donc là, il y a plusieurs liens qui ont été transférés par Antoine, notamment sur les outils d'analyse de réseau social. On aurait peut-être 5 minutes pour prendre une question ou deux. Est-ce que certains d'entre vous auraient des réactions, des interrogations peut-être sur la méthodologie ou des autres possibilités d'application? J'ai une main de levée. Andréane, je t'en prie. Oui, j'aurais une question. C'est super intéressant. Je voulais juste savoir, dans le cadre des acteurs, est-ce que vous avez, voyons, est-ce que les personnes, les citoyens en faisaient partie ou vous êtes plus concentrés sur les organismes municipaux, etc. là? Oui, non, c'est concentré seulement sur les organisations. Donc, il n'y avait pas de citoyens et tout, mais c'était beaucoup plus sur les organisations qu'on s'est concentré. Parfait. Puis j'aurais une deuxième question. Avec votre partenariat, donc avec l'UQAC, là, donc eux, c'était par rapport à la méthodologie, si je comprends bien, qui vous appuyait, mais est-ce que toute l'approche aux acteurs, c'était à l'OBV que vous le faisiez? Oui, c'était à l'OBV. Il y avait moi qui travaillais sur le projet et puis Véronique aussi qui faisait son stage chez nous, mais qui était aussi étudiante à l'UQAC. Donc, on était deux à l'OBV, mais l'approche méthodologique, elle était vraiment validée par l'UQAC. Merci. De rien. Yves, on va te donner la parole. Il y a plein de questions là, c'est très, très intéressant. Une question rapide, belle présentation. Je me demandais, au niveau des résultats, vous avez monté il n'y a pas longtemps un comité pour les espèces exotiques envahissantes. Est-ce que vous pensez que cette démarche-là vous a fait allumer sur des partenaires que vous auriez oubliés autrement? Est-ce que ça a changé une direction à la façon de monter ce groupe? Question vraiment simple. Oui, c'est sûr que la réponse simple, c'est qu'on aurait pu penser à des acteurs, mais il y a des acteurs, par exemple, qui nous ont mentionné être intéressés, mais on n'aurait pas pensé à eux au départ. Donc, cet outil-là nous a permis justement de pouvoir les approcher sans les exclure de prime abord, peut-être parce que leur thématique ne, je sais pas, parce qu'ils ne travaillent pas forcément dessus à 100%, mais ils sont intéressés par ça et ils peuvent être des acteurs intéressants. Donc, cet outil-là nous a vraiment permis de pouvoir les approcher. Merci. Julie, après quoi on va prendre les questions dans le chat. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je suis désolée, j'ai raté les quelques premières minutes, peut-être que vous l'avez mentionné, mais est-ce que c'est un outil qui permet d'inclure ou d'intégrer d'autres types d'informations, par exemple les rôles des acteurs, les rôles que les autres acteurs pensent que l'autre acteur peut faire aussi, ou est-ce qu'on peut comme bonifier un peu cette lecture-là? Oui, on peut la bonifier, pas forcément dans la base de données Kumu, mais dans la base de données Excel, parce que Kumu a une base de données, mais pour la rendre beaucoup plus fluide et plus accessible, on a aussi une base de données Excel. Donc, toutes ces informations-là supplémentaires peuvent être ajoutées dans la base de données Excel. Donc, sur le rôle, qu'est-ce que pensent les acteurs et tout ça, ça peut être ajouté sur la base de données Excel. Mais on ne peut pas le transformer en graphique pour savoir, admettons, tout le monde pense que telle personne devrait faire telle chose. Non, ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Et aussi, il faudrait que c'est pas forcément l'objectif, c'est vraiment la mobilisation des acteurs. Donc, je ne sais pas si on va peut-être l'ajouter dans des commentaires, mais pas forcément dans une cartographie en tant que telle. Parfait, merci. De rien. Donc, première question dans le chat de Anaël Varlet.
est-ce que vous êtes limité en termes d'échelle géographique des acteurs? Oui et non. En même temps, on a essayé de faire, on a considéré les acteurs qui ont un domaine d'influence au lac Saint-Jean. Donc, on n'a pas forcément pris des acteurs. On a interviewé l'Université Laval, mais c'est beaucoup plus des acteurs qui ont un domaine d'action au lac Saint-Jean. Donc, ils peuvent être de Québec et tout, mais s'ils ont un domaine d'action au lac Saint-Jean, je pense que ce sont ces acteurs-là qui ont été considérés. Est-ce que ça répond à la question? On va voir la réaction. Donc, nouvelle question. Suite à cet exercice, avez-vous constaté une plus grande participation à vos activités de concertation ou est-ce que de nouvelles collaborations sont nées? La première, disons la première et peut-être la seule, c'est beaucoup plus le comité de concertation régionale. Donc, on n'a pas encore exploré, par exemple, les eaux usées, l'eau potable et tout ça. Donc, c'est vraiment à venir, mais c'est sûr que pour la concertation régionale sur les espèces exotiques envahissantes, ça a été quand même un succès. Et comme je répondais tout à l'heure, ça nous a permis d'approcher des acteurs que, au départ, on n'aurait pas pensé ou on n'aurait pas approché juste à cause de leurs activités. On n'aurait pas pensé à eux tout simplement. Mais c'est à venir. On est rendu à 14 heures. Il y a 2 questions intéressantes. Je vais en prendre une. Je vais prendre la première. Et puis, on va switcher de présentation. Je me demande si vos thématiques pour cartographier les acteurs sont basées sur les problématiques de votre PDE. Sinon, pourquoi? Oui, elles sont basées sur les problématiques du PDE. De toute façon, les 12 thématiques qu'on a répertoriées, elles englobent en toutes les problématiques du PDE. Donc, on a essayé de ratisser tout le PDE pour... dans ces problématiques-là, on ratisse carrément tout le PDE. Donc, tous les acteurs qu'on a sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans une thématique du PDE. Donc, toutes les problématiques du PDE sont prises en compte. Super, merci. Je t'invite à répondre à la question de l'OBV Nord-Est Saint-Laurent directement dans le chat, en réponse à tout le monde. Et sans plus tarder, donc, je vais enchaîner sur la nouvelle présentation. C'est parti. C'est ça. Donc, cette fois, on va avoir donc, une présentation de l'OBP B-Missisquoi. Donc, on va avoir 3 intervenants qui vont participer à cette présentation. Donc, ça va swinguer, là, ça va être rythmé. Donc, premièrement, on va avoir Joanne Bérubé, qui travaille à l'organisme de bassin versant de la B-Missisquoi depuis février 2000, comme adjointe à la direction. Elle occupe depuis 2012 le poste de direction générale, en plus de coordonner plusieurs projets à l'OBV. Le deuxième intervenant sera Éric Baudouin, qui est membre de l'Ordre des agronomes, qui a une formation en écologie et agriculture biologique et œuvre comme conseiller en agro-environnement depuis 7 ans. Il est à l'emploi de l'OBV BM depuis janvier 2021. Le troisième intervenant pour cette troisième présentation sera Simon Lajeunesse, qui est biologiste, titulaire d'une maîtrise en sciences de l'environnement et travaille comme coordonnateur à la gestion de l'eau à la MRC Brome-Missisquoi depuis près de 15 ans, un intervenant extérieur du réseau. Sans plus tarder, donc, je donne la parole à Joanne. Oui, bonjour, je suis contente d'être avec vous et de vous présenter ce projet. Je vais vous partager mon écran à l'instant. Donc, vous allez devoir me dire si vous la voyez ou si je dois recommencer. On voit l'écran. Et on ne voit pas la présentation. Bah, on a la présentation. On a les diapositives en side, là. On n'est pas en mode PowerPoint. Pardon? On n'est pas en mode PowerPoint. On a toutes les slides. OK, attends un petit peu. Je vais Comme ça, est-ce qu'elle est disponible pour vous? Oui, bah c'est très bien. Donc, parfait. Projet d'accompagnement en milieu agricole, l'intervention ciblée sur le contrôle des eaux de ruissellement, la conservation des sols. Donc, un projet fait en fonction des problématiques à l'échelle de notre bassin versant. Donc, le bassin versant, pour débuter, je vous ferai une courte topo là, de l'état du bassin versant.
Donc, bassin versant transfrontalier partagé avec l'État du Vermont à 50-60. Un excès de phosphore extrême, je vous dirais, là, une augmentation de plus de 72 depuis 1979, ce qui a amené des ententes entre le gouvernement du Québec et l'État du Vermont, signées en 2012 sur l'implication de ces deux paliers de gouvernement pour la réduction du phosphore à la baie de Missisquoi. L'entente a été échue en 2016 et renouvelée tout récemment en 2021, signé par le ministre de l'Environnement du Québec et son équivalent au Vermont. Donc, au Québec, la baie Missisquoi, c'est la source d'eau potable de la municipalité de Bedford pour l'économique et récréo-touristique important. Et le partage de notre bassin versant, mais chacun de nos nos quatre, finalement, sous-bassins versants sont partagés. La rivière Missisquoi, qui part du Vermont, traverse le Québec, revient au Vermont et se jette dans la baie Missisquoi. La rivière au Brochet, donc les gens entendent souvent parler, part du Vermont et retourne directement à la baie Missisquoi, et la petite rivière de la Roche, là, qui est ciblée principalement à Saint-Armand, qui traverse la frontière. Utilisation du territoire en grande partie forestière, l'agriculture à 35 et le milieu anthropique très petit, comme vous voyez les petits points noirs sur la carte. Le bassin versant se divise en deux secteurs, je dirais, donc tout l'amont forestier et la plaine agricole se concentrent dans le bassin versant de la rivière au Brochet et de la Roche. 490 fermes, majoritairement en grande culture, donc 248 fermes d'élevage, donc assez important en production porcine et production laitière. Charge de phosphore, on évalue que 95 du phosphore provient de sources diffuses, dont près de 80 associés à l'agriculture, donc principalement culture à grande interligne, maïs, soya. Donc, la répartition du volet urbain est relativement petit, avec 19 forestier, 4 et le 80 dont je viens de vous parler. Les travaux de l'IRDA, compte tenu de notre bassin versant et transfrontalier et les ententes signées entre les deux paliers de gouvernement, ça nous a apporté beaucoup de recherches scientifiques. Et l'IRDA va évaluer déjà il y a quelques années que dans le bassin versant de la rivière au Brochet, moins de 10 des superficies du bassin versant était responsable de plus de 50 des charges de phosphore vers la baie. C'était principalement les cultures à grande interligne qui en étaient principalement responsables. Les objectifs des ententes gouvernementales sont d'arriver à avoir un niveau de 25 microgrammes par litre. Et actuellement, on est près du double à la baie Missisquoi et ça ne s'améliore pas depuis les 20 dernières années. Donc, ça occasionne pour la baie Missisquoi des répercussions importantes, donc plan de cyanobactéries chaque année. Ça, c'est une image de le 2 ans à Philipsburg au lac Champlain. Donc, le projet, réalisé en partenariat avec la MRC Brome-Missisquoi, priorité du plan d'action d'OBV de la MRC et des enjeux régionaux du MAPAC. Débuté en 2016, ça nous a permis, avec un financement du MAPAC et de la MRC, d'engager notre premier agronome à l'OBV. Le projet se répartit en deux volets. Donc, le volet accompagnement des producteurs agricoles, on évalue à plus de 150 unités d'évaluation, 130 producteurs. C'est le volet qui est assumé par l'OBV. Et le volet travaux d'entretien de cours d'eau, donc comprend le diagnostic des plans d'aménagement des bonifications, donc réalisés par la MRC, ce que Simon nous présentera tout à l'heure. On travaille sur 3 lignes de défense, donc à la source, sur les terres agricoles, on parle d'ouvrages hydro-agricoles, évidemment, les aménagements au cours d'eau. Les problématiques observées sur le territoire agricole, mauvaise qualité de l'eau, donc très dégradée, problème d'érosion, peu de culture de couverture, une absence de zone de tampon adéquate, peu de rotation de culture, donc plusieurs cultures en zone inondable, beaucoup de pression sur les milieux humides et hydriques, une dégradation des habitats pour les espèces à statut et une grande fréquence des travaux d'entretien de cours d'eau.
Les objectifs du projet, améliorer la santé des sols, réduire le ruissellement de surface, réduire les apports de sédiments, augmenter les superficies en culture de couverture, améliorer les rotations de plus de 3 cultures, donc les bandes riveraines toujours, augmenter les cultures pérennes en zone inondable, qui est une problématique, amélioration de la biodiversité, diminution de la fréquence des travaux d'entretien de cours d'eau, et évidemment, renforcer la résilience au changement climatique. Le projet est basé sur une formule gagnant-gagnant, donc gagnant pour l'environnement, gagnant pour les producteurs agricoles, c'est-à-dire l'action à la bonne place. Secteur visé par le projet, comme le projet se réalise en partenariat avec la MRC, on travaille à l'échelle du territoire de la MRC. Donc, dans le bassin versant de la rivière au Brochet, avec 15 sous-bassins versants de travaux d'entretien de cours d'eau, plusieurs dans le bassin versant du ruisseau Morpion, qui est un bassin versant très dégradé, bassin versant de la rivière de la Roche, plusieurs sous-bassins versants en travaux d'entretien et le bassin versant de la rivière Yamaska, qui est nos voisins, donc avec jusqu'à présent 3 bassins versants de cours d'eau entretenus. On travaille aussi à l'échelle des secteurs les plus vulnérables à l'érosion, donc diagnostiqués avec l'outil GeoDep de l'IRDA. Ça nous permet de cibler ou de répondre à des approches collectives de certains producteurs agricoles et de faire le service d'accompagnement pour eux aussi. L'étape de l'accompagnement, ça comprend un diagnostic des bassins versants. Donc, on va utiliser tout ce qui est à notre disponibilité avec la géomatique, avec la financière agricole. Ça nous permettra d'identifier des problématiques sur le territoire, de réaliser des plans d'intervention à l'échelle de la ferme et d'identifier les pistes de solutions. L'accompagnement prévoit des rencontres individuelles avec les propriétaires. On va transférer aux besoins, ou si le producteur le souhaite, les dossiers à leur agronome. Et c'est un accompagnement personnalisé, donc qui comprend les demandes de subventions, la mise en œuvre des actions et la promotion des actions des producteurs. C'est une participation volontaire des producteurs agricoles. Ça nous a permis aussi, le projet a un volet aussi suivi scientifique, donc à l'échelle des bassins versants entretenus par la MRC, auquel il y a des bonifications. Donc, on travaille avec l'IRDA sur l'échantillonnage en période de crue. Notre échantillonneur, c'est un producteur agricole de la branche 46 du ruisseau Morpion. Il a réalisé déjà 10 campagnes, 2 fois en 24 heures en 2019-2020 et puis 11 jusqu'au mois de mars 2021, par exemple. Certains résultats, donc le projet a démarré automne 2016, donc les résultats plus 2017 et certains dont on connaît pour 2021, d'autres s'ajouteront. Donc, on parle de plus ou moins 130 entreprises agricoles visitées au moins une fois sur le territoire. Plus de 57 entreprises ont accepté les projets d'aménagement, donc les recommandations de nos agronomes. 25 projets de compléter, une quarantaine de projets en cours. 3 approches collectives d'approuver au MAPAC, ce qui permet 90% de remboursement pour les projets des producteurs agricoles, les 5 projets ALUS, donc avec une compensation sur 5 ans pour le retrait de superficie cultivée avec aménagement pour la biodiversité. La carte nous présente les différents travaux là, sur le territoire de 2016 à 2020. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de projets 2020-2021 en cours de réalisation. Quelques résultats, donc, ça nous a permis d'avoir au total près de 250 cultures de couverture. Donc, culture de couverture avec le projet, ça n'inclut pas ce que les producteurs ont fait d'eux-mêmes. Donc, beaucoup de bandes riveraines d'aménager avec plus de 21 mètres carrés, 21 000 mètres carrés de bandes riveraines, une rangée et 10 000 mètres carrés, bandes riveraines de 2 rangées. Retrait de superficie, on calcule 6 hectares environ. Plusieurs ouvrages hydro-agricoles et des aménagements pour la biodiversité chez certains producteurs, donc avec dortoirs, nichoirs et plantations d'arbres. Quelques exemples de réalisation chez les producteurs agricoles. Donc, ce producteur-là est avec nous depuis 2017, je dirais, donc 94 hectares de culture de couverture, 47 déjà hectares de prévus.
en 2021. Donc, culture intercalaire à droite en maïs, vraiment bien marché pour lui cette année-là, et des cultures de couverture de moutarde. M. Bojman, producteur qui nous a approchés spontanément, donc ne fait pas partie des travaux d'entretien de cours d'eau, mais est situé dans une des zones critiques et inondables du bassin versant à Pike River, donc a fait lui-même un retrait, une conversion de cultures cultivées en prairie, et aménagé sa bande riveraine avec 9000 saules cornouillés, plantation d'isarmes, donc c'est chez ce producteur-là, les aménagements pour la biodiversité. Ferme Genard, dans le bassin versant de la branche 6 du ruisseau Poulain, aussi bénéficié d'une compensation du programme ALUS, bande riveraine aménagée des deux côtés du cours d'eau. Simon nous parlera de ce cours d'eau-là tout à l'heure, avec une plantation de près de 2000 arbustes. Apicultrice Patnaute, même chose, retrait de superficie, branche principale du ruisseau Walbridge, donc aménagement pré-fleuri important, et aménagement de haies brise-vent en 2019 et avaloir pour contrôler les eaux de ruissellement. Claude Benoît à Saint-Armand, bassin versant du lot 133. Donc, un retrait de superficie pour lui aussi, plantation de culture de seigle, plantation d'arbres et avaloir sur sa propriété. Ferme Lebeau, même chose, retrait de superficie, aménagement de bande riveraine. Donc, on voit vraiment le territoire très dégradé, très à nu. Et à les aménagements, bien, finalement, ça donne un pré-fleuri d'aménagements arbustifs. Facteur de succès, bon, pour les producteurs, participer à un projet collectif, des recommandations réalistes qui répondent à leurs besoins. Ce que font les voisins, ce que font les autres producteurs à l'échelle des bassins versants, des cours d'eau, donc toujours le lien de confiance, le professionnalisme, évidemment, des agronomes, et une question de temps, je dirais. Donc, il y a des projets, des bassins versants qui ont débuté en 2017 et dont l'aboutissement va se faire cet automne. C'est le cas du projet ou du bassin versant que nous présentera à la fin de ma présentation, Éric. Soutien de notre part à la mise en œuvre des projets, donc demande de financement, gestion des chantiers, rapport, tout ce qui peut permettre de faciliter la vie aux producteurs, et l'implication de la MRC dans le projet et même en dehors du projet, donc toute leur démarche là, de concept d'aménagement de cours d'eau et bonification des travaux d'entretien de cours d'eau. Depuis 2021, l'OBV a une table de concertation avec l'UPA, qui regroupe les représentants des deux principaux syndicats de l'UPA sur notre territoire. La table oriente les projets en milieu agricole de l'OBV, est un lieu d'échange sur les thématiques proposées par les producteurs agricoles. Financement, phase 1, 2016-2019, majoritairement avec le programme Prime Vert. La MRC y contribue depuis le début, l'OBV aussi. De cette période-là, on avait un programme Écoaction qui nous avait permis de financer de l'ordre de 95 000 $ les aménagements bonifiés dans 4 cours d'eau. La phase actuelle, toujours financée avec le programme Prime Vert du MAPAC, l'OBV et la MRC. Et s'est ajouté un partenaire important, donc Lake Champlain Basin Programme du Vermont, qui a octroyé 240 000 $ et qui nous a permis l'embauche de notre deuxième agronome, Claudie Laflamme, qui est rentrée, mon Dieu, depuis cette semaine. La phase 3 est en cours d'évaluation au MAPAC. Une demande a été déposée au programme Écoaction. Si la demande est acceptée, ça nous permettra de faire des essais, de financer quelques actions chez les producteurs agricoles. Donc, merci aux partenaires, ils sont nombreux, l'UPA, l'IRDA, la Fondation de la Fonde, le MAPAC, bien sûr, la MRC, nos partenaires américains, le LCBP, et on comprend qu'on travaille avec différents clubs et agronomes des producteurs qui sont nos partenaires pour la réalisation de tous ces projets-là. Donc, je cède la parole à Éric, compte tenu qu'on a décidé d'être 3 et de faire une présentation courte chacune. Merci. Merci, Joanne. Je vais partager mon écran pour laisser de la place à Simon aussi. Donc, je suppose que tout le monde voit ma présentation. Simon voulait surtout parler de la branche 46 du ruisseau Morpion. Et donc,
On le voit sur l'image de droite, il y a de la terre noire et de l'érosion éolienne. Ce n'était pas juste de la pluie, c'était vraiment juste de la poussière qui relevait du sol. Le bassin versant de la branche 46, en gros, il y a 233 hectares, il y a une belle tourbière, on est en terre noire, donc évidemment, c'était aussi des tourbières. Mais c'est quand même à peu près aux 2 tiers en culture, et c'est principalement de la culture à grande interligne. Donc, on parle soya maïs, mais on parle aussi oignons pour les terres noires. Mon approche est sûr que moi, je déborde du bassin versant qui va être entretenu. Je m'en vais sur tout l'eau qui est adjacent au bassin versant. Mon terrain de travail pour celui-là, c'est vraiment plus 512 hectares en culture, qui représente 6 producteurs agricoles. Là, tout le monde a décidé d'embarquer. Donc, c'est 100% d'entreprises agricoles engagées, ce qui fait que le prix vert est bonifié à 90%. Donc, remboursement pour les banques créées, entre autres, et les cultures de couverture, tant qu'on peut atteindre le maximum permis. J'ai beaucoup d'outils pour pouvoir, avant d'arriver à la ferme, beaucoup d'outils géomatiques. J'ai les cultures assurées selon la financière, qui me donne aussi beaucoup d'informations sur chaque type de champ. Donc, on le voit en bas à gauche, 336 hectares traînés. J'ai besoin de la financière pour ça parce que sur l'InfoSol, on montre juste les plans qui ont été financés par le MAPAC. Il y a un petit... Parmi mes fermes, il y en avait, on était chanceux, il y avait des producteurs laitiers que j'ai oublié de mentionner, donc on a quand même du foin aussi, ce qui nous aide du côté de l'érosion. J'ai aussi accès à plein d'images aériennes. Selon les régions, ça varie de 1930 à aujourd'hui. Ce qui est intéressant d'observer, c'est souvent le déboisement. C'est peut-être moins clair avec les photos de printemps, mais on le voit à gauche que la tourbière a eu le temps d'être déboisée en partie entre 1965 et 2020. Je regarde aussi souvent si le trajet de l'eau a été modifié, s'il est dans les méandres. Donc, tout ce qui peut m'aider un petit peu à comprendre la situation actuelle et comment on en est arrivé là. Les cartes pédologiques pour un agronome, c'est super. On voit qu'il y a beaucoup de tourbières. Mais le Sainte-Brigitte, l'ombre sableux, parmi les informations, on voit aussi qu'il est fortement calcaire. Ça pourrait m'aider à convaincre des producteurs à aller un peu plus en semi-direct. Parce qu'il y a moins besoin de leur chôler par après. Et ensuite, on tombe dans tout plein de cartes que le modèle d'élévation permet de générer. On voit les lignes d'écoulement, si on fait un calcul pour le trajet de l'eau, s'il m'aide à repérer ou à valider où s'il y a des rigoles causées par l'eau. En Montérégie, c'est moins évident parce qu'il n'y a pas de dénivelé, donc à l'œil, à parcellerie, c'est un peu plus dur. Cet outil-là peut m'aider à les spotter d'avance. L'indice d'humidité, c'est aussi un autre calcul qui est fait à partir du LIDAR de 2013. Dans le fond, c'est un autre calcul qui se base sur la pente et le nombre de pixels en amont. Donc, ça me dit un peu plus où l'eau est censée rester prise. Plus la pente est faible et puis plus que pixels et mètres carrés en amont, plus c'est bleu. Ça m'aide à voir où il y aurait besoin de drainage, peut-être des fois des cuvettes aussi pour le nivellement. Et bon, bien sûr, la dénivellation et les courbes de niveau. Bassin versant, on a une super belle diversité maraîcher, producteurs laitiers, grande culture. Il y a aussi une diversité de solutions et de bonnes pratiques déjà en place. Nos maraîchers utilisent des plantes à prix pour cultiver l'oignon. Ils n'ont pas vraiment le choix, je pense, mais ça reste une bonne pratique. Puisqu'il y a une plante qui va aider à retenir l'érosion éolienne, le temps que la planture d'oignon s'établisse et puisse résister à tous les fritements avec les poussières de terre noire. On a un producteur qui s'essaye au semi-direct. Ça, c'est bon, ça réduit beaucoup le travail du sol et ça améliore la structure. Les rotations longues avec les prairies, c'est génial aussi, côté santé du sol et tout, les gestions des mauvaises herbes.
faut savoir. Puis dans le phosphore, avec beaucoup de marge de manœuvre, donc dans le fond, on n'a pas trop de chance de tuer. Le phosphore ne fait pas juste sortir par la nappe. Et on en a un qui en guise de bande tricrine en ce moment, il utilise une largeur de foin, donc ça l'aide pour le transport de la machinerie, pour sa gestion des fertilisants. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on veut rajouter. Culture de couverture, il n'y en a pratiquement pas encore dans ce bassin-là. Des haies qui se vendent, on a vu sur la toute première image qui vendent beaucoup en Montérégie, puis ça peut enlever tout ça. Ce serait bien que plus de monde embarque au moins dans le travail réduit. On le voit l'hiver aussi que la neige est noircie dans le coin de la fonte et juste parce que le vent y apporte des poussières de sol. Rotation, c'est syncratisme, l'alternance maïs-soya n'est pas une bonne rotation pour le gars en grande culture. Puis évidemment, sous solage, on pense peut-être, on est souvent côté bande tricrine dans les OBV, mais aller améliorer l'infiltration d'eau, c'est vraiment des fois qui peut être gagnant partout, mais il y a beaucoup de problématiques de nivellement de compaction des sols dans le bassin. Ici, on a une petite carte, c'était ma dernière, Simon, pour que tu aies du temps. C'est où se répartissent un petit peu les bonnes actions en ce moment des producteurs. Et en orange, on voit tout le monde avait embarqué pour établir une bande tricrine après les travaux d'entretien de cours d'eau. Ça nous faisait à peu près 7,5 km de plantation. Tout ça, ça va être géré. Dans le fond, ça va être l'OBV qui va gérer l'implantation, qui est en recherche d'un entrepreneur pour donner les dates avec tout le monde et la gestion des dégâts. Ça va être un bon atout pour ce bassin-là. Et je passe la parole à Simon. Oui, ben, bonjour. Donc, je partage à nouveau mon écran. Je vais essayer de faire ça vite, pas que vous soyez trop en retard dans l'horaire. N'hésitez pas, les organisateurs, à me le dire s'il faut, s'il faut couper court, s'il reste une minute ou deux. Donc, c'est la portion qui est plus au niveau des... En fait, tout part d'une demande d'entretien de cours d'eau agricole. Là. Donc, il y a un problème dans un cours d'eau. Oh, excusez-moi, je suis en train de... je n'étais pas concentré, je suis désolé. Donc, tout part d'une demande d'entretien de cours d'eau. Il y a un cours d'eau qui est plein de sédiments. Il y a une demande qui est faite à la municipalité. On reçoit à la MRC des demandes d'entretien. C'est une obligation légale, un pouvoir et une certaine forme d'obligation légale qu'on a. Donc, il faut quand même, je pense, mettre en contexte. Là, tous ceux qui sont dans les exercices de PRMHH là, savent que tout ce qui est cours d'eau artificialisé, linéarisé, c'est pas évident. On arrive avec un historique du passé. Donc, ça a été aménagé à l'époque pour plein de bonnes raisons qui étaient valables à l'époque, mais mettons qu'on ferait différemment aujourd'hui. Donc, ce qui fait en sorte qu'on les prend tels qu'ils sont. Il y a des problèmes avec nos cours d'eau agricoles, mais il faut les adresser. Là. C'est la MRC qui est le seul organisme qui peut faire les travaux légalement d'entretien de cours d'eau. Puis, en gros, là, c'est enlever les sédiments qui sont accumulés dans le cours d'eau. La voie facile, là, c'est de respecter les plans d'aménagement d'origine, hein, c'est-à-dire on le remet exactement dans le même état qu'avant, tel qu'aménagé souvent en 1960, mais il y a énormément d'enjeux environnementaux qui sont liés à la zone agricole. Donc, on va passer rapidement l'historique des cours d'eau verbalisés. Hein. Mais l'idée, c'était d'évacuer l'eau le plus vite possible, d'enlever les courbes et éviter les inondations de ces terrains, maximiser les superficies cultivables. Là. Mais c'est ça, là, on a très, très bien réussi l'objectif, mais on n'a pas vu la vision d'ensemble. Si on a le fameux exemple, je repasse souvent du cours d'eau Ewing où les producteurs aujourd'hui disent comment ça que mon cours d'eau érode, faites quelque chose avec votre cours d'eau, ça n'a pas de bon sens. Mais je pense que visuellement, c'est assez. On pourrait s'attendre à des problèmes dans cette section-là. Une étude présentement en cours dans le bassin versant du ruisseau Castor, donc étude géomorphologique qui a été faite par l'Université Concordia, Pascal Biron, son étudiant au doctorat, Nicolas Stamfli, que je trouve bien intéressante parce qu'elle a regardé vraiment qu'est-ce qu'il y avait comme cours d'eau naturel avant et qu'est-ce que tout a été réaménagé, là, comme à peu près partout dans les plaines agricoles des basses terres du Saint-Laurent.
Et finalement, c'est à peu près moitié-moitié, où on a une section de cours d'eau où on a des vraies dynamiques là, de cours d'eau, là où il y a une dynamique géomorphologique, assez de débit pour mobiliser les sédiments, des dynamiques de méandres. Mais on a l'autre moitié qui apparaît un petit mauve étrange, qui sont les chenaux artificiels qui ont été créés de main d'homme qui faudrait faire l'évaluation. Ça peut être considéré comme un fossé de drainage au sens de la loi, mais ça répond à peu près à un fossé de drainage. C'est des cours d'eau de tête qui sont pépères où les sédiments s'accumulent et qui ont été creusés pour permettre des sorties de drains souterrains. Puis on a en bleu plus foncé là où on a des vraies dynamiques là, c'est pas tant de l'accumulation de sédiments, mais c'est souvent l'érosion de berge là, qui devient les enjeux dans ces secteurs-là. Donc, déjà, dans notre manière de gérer les cours d'eau, avoir cette perspective-là est vraiment importante, à mon sens, parce que à la fin, qu'on soit n'importe où, c'est à peu près tout le temps pareil. Là, le profil du cours d'eau, c'est un trapèze avec 1 mètre au fond, peut-être 1 mètre et quelques. C'est fait pour être capable d'accueillir des drains souterrains qui sont souvent à 4 pieds de la surface du sol. Donc, des cours d'eau qui sont anormalement profonds avec un profil uniforme, rectiligne. Donc, c'est avec ça qu'on agit. Pourquoi on agit? C'est tout le temps quand les sorties de drains sont bouchées dans les sédiments. C'est d'enlever les sédiments qui sont accumulés dans les cours d'eau. Donc, on se permet on se donne du trouble, finalement, pour comment on pourrait réinventer, tant qu'à faire, on a une demande d'entretien, comment on peut, d'un, égoutter, répondre à la demande, de ramener le drainage agricole adéquat. Donc, comment on peut faire ça quand même en améliorant la qualité de l'eau, des habitats fauniques, des écosystèmes riverains et aquatiques, tenir compte des changements climatiques. Et c'est sûr qu'on a toujours nos contraintes inévitables d'acceptabilité sociale et de financement. Et notre mise en contexte, c'est long la mise en contexte, mais c'est pour modérer les attentes, là, une étude de l'IRDA qui faisait des scénarios d'exportation, qui ont été quand même validés avec des données terrain. Mais si on regarde les taux d'exportation à l'hectare selon la classe d'occupation du sol dans un bassin versant de la baie Missisquoi, de la rivière La Roche, on passe dans le maïs, on est à peu près à 2,5 tonnes par hectare par année. C'est du stock là, qui s'en va dans les cours d'eau à chaque année. Donc, il faut être conscient de ça. Là, les charges qui arrivent des terres agricoles sont énormes. Donc, ça arrive, on a une demande d'entretien de cours d'eau, on fait les relevés techniques, on fait l'analyse du bassin versant comme Éric a présenté. On brainstorm, on fait des plans d'intervention préliminaires, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un monde idéal, voici tout ce qu'on pourrait faire. Les propriétaires sont approchés individuellement par les agronomes, Éric et Claudie. De notre côté, il y a le concept d'intervention dans le cours d'eau aussi. Donc, au niveau des plans et devis qu'on s'entend dans notre groupe technique là, sur voici ce qu'on pense qui serait la bonne chose à faire dans le cours d'eau, mais là, il faut quand même, j'appelle ça le test de réalité, mais c'est les plans et devis. Il faut faire la modélisation, il faut que ça tienne la route, est-ce que ça va marcher? Donc, ça, c'est la partie et ça aboutit en 2 chantiers parallèles. Là. Le chantier des travaux de cours d'eau et le chantier de protection du cours d'eau. Donc, on a la branche 6 du Poulain qui est dans le bassin de la Yamaska, mais où on a aménagé un chenal à 2 niveaux avec une certaine sinuosité dans le chenal central. Une zone filtrante, les bandes riveraines élargies. Ça a été fait à l'automne 2018 avec des correctifs au printemps suivant. Donc, petite branche de cours d'eau dans une zone agricole, c'est la terre qui est la plus adjacente à la branche principale du cours d'eau Poulain qui a été travaillé. Donc, bassin filtrant, quelque chose qu'on peut faire à peu près partout avec l'embouchure des cours d'eau principaux où on a souvent plus de pentes, plus de jeu là, pour pas que ça nuise au drainage. Des zones filtrantes, on donne une pente nulle ou presque inverse pour faire une accumulation d'eau et plantation de végétaux aquatiques. Ça va permettre une certaine épuration, certains traitements. C'est sûr que c'est pas, c'est pas un Brita, mais c'est quand même bénéfique. À la fois pour les habitats, il y a eu d'ailleurs des pêches de forêt, faune et parcs qui montrent vraiment une amélioration de l'habitat du poisson là, très, très significative dans cette branche-là suite aux travaux. Le chenal à 2 niveaux, une fois qu'il venait d'être creusé, on voit un petit peu la sinuosité. On a mis le paillis anti-érosion, plantation arbustive sur la tablette, le bas de la tablette, là, près du talus.
On a parlé tantôt là, sur les fermes Janard, les arbustes qui ont été mis en place. Et dans la vraie vie, c'est ça qui se passe des fois, malgré les bons plans, il y a quand même des correctifs à faire. Donc, il y a eu un bon ravinement au printemps suivant qui a été corrigé et la végétation a poussé. Donc, on pense que ce secteur-là, qui était très problématique au départ, on pense qu'il est quand même bien protégé. On a à peu près 10 mètres de bande riveraine à partir de la ligne des Hauts-Eaux en zone agricole. Là, donc, bravo aux fermes Janard qui sont des actions volontaires là, de la part des producteurs. On est content aussi de la participation des producteurs. On a un autre exemple, le cours d'eau La Lane, sa branche bleue. Dans ce cas-ci, c'était stabilisation végétale du pied de talus. Donc, quelque chose de nouveau qu'on essayait d'un boudin terreux rempli de plantes hélophytes. Donc, sur près de 600 mètres, cours d'eau La Lane. Donc, c'est le secteur entre le chemin, en tout cas, dans ce coin-là. Là. Ça avait l'air de ça avant les travaux. Donc, ensuite, il y a le creusage et vous voyez un peu dans le pied de talus, une alternative à la roche pour la stabilisation des pieds de talus. Donc, un secteur où le type de sol à 1 mètre du fond n'était pas stable. Là. Donc, il fallait faire quelque chose. C'est soit qu'on mettait de la pierre. Et là, on a décidé de mettre des plantes hélophytes. On ne peut pas mettre d'arbustes dans ces petits cours d'eau-là parce que ça a tendance à aller dans le fond. C'est des cours d'eau intermittents, donc ça colonise un peu le fond du cours d'eau. Ça a tendance à fermer le cours d'eau sur lui, donc ça crée des obstructions. Et là, on se tire un peu dans le pied. Là. Donc, ça nous apparaît comme une solution qu'on pourrait mettre en place à grande échelle à bien des endroits. La branche 17 du Wallbridge aussi, un chenal à 1 ou 2 niveaux qui a été fait sur un peu moins de 2 km l'année dernière, avec plantation d'arbustes aussi dans les talus, ensemencement de paillis. Donc, vous voyez le chenal, toujours bien plein, toujours trop tard quand on nous appelle. Il faut vraiment intervenir. Hein? Donc, ensuite, ça ressemble à ça ici, c'est le 1 niveau. Et donc, ce qui donne plus de place au cours d'eau. On pense que c'est une bonne mesure d'adaptation au changement climatique. Puis les résultats pour les chenaux à 2 niveaux ailleurs dans le monde donnent des résultats intéressants au niveau de la qualité de l'eau et des habitats. Donc, notre technique de paille en vrac, donc une bêle de foin qui est hachée et ça nous fait un paillis en vrac là, qui est mis en place, qui coûte beaucoup moins cher et qui est très efficace. La protection des sols avant que les semences ressortent. On a beaucoup de plans pour cette année, donc je passe quand même vite parce que le temps avance, mais complété pour la branche 46 et 46A du Morpion. Donc, vous voyez les terres noires ici, donc cultivées par des maraîchers, sauf la portion qui n'était pas cultivable, c'est pas qu'ils n'ont pas essayé, c'est que c'était vraiment trop plein d'eau. Donc, le problème vient pas mal de la section cultivée en maraîcher et les matières organiques viennent boucher le reste du cours d'eau en aval. Là. Donc, ce qui a été fait, c'est toujours notre zone filtrante à la jonction au cours d'eau principal. Ensuite, quand on est dans les sols qui sont minéraux, un chenal à 2 niveaux sur 650 mètres ici, pour limiter les pertes de superficie cultivable, on garde des pentes trop fortes, là, de 1 dans 1. Idéalement, il aurait fallu les adoucir, mais on gruge déjà un peu d'espace en faisant le chenal à 2 niveaux. Fait qu'on parle d'acceptabilité sociale, c'est un exemple. Mais pour que ça tienne, on essaie quelque chose de bien intéressant que j'ai hâte de voir comment ça va marcher. C'est des panneaux stabilisateurs. Donc, on a fait faire des boutures de spirée cornouillées dans un 4x8, puis on arrive là. Et fait que c'est de la stabilisation de berges industrielles là, sur des centaines et des centaines de mètres. Donc, première fois qu'on essaie ça dans quelques mois. Et dans la section de terre noire, là, on est encore dans la tourbière boisée. Il y a des vestiges de vieux fossés quand ils ont essayé de drainer cette section-là. Il y a quand même des fossés qui sont existants et qu'on veut élargir pour créer ce qu'on appelle des zones de migration. Donc, vers la fin, là, on n'est pas dans une section cultivée, mais c'est de venir mettre des obstructions dans le cours d'eau, créer une certaine turbulence, puis forcer l'eau à aller dans les fossés élargis qui vont être fortement végétalisés. Donc, toute une succession de plantes aquatiques à plantes arbustives.
Et on espère que la matière organique va venir se coller sur les tiges de végétaux. Donc, on pense en intercepter quand même beaucoup à travers cette section-là pour protéger après ça des kilomètres de cours d'eau en aval. Écoutez, je passe très, très rapidement. C'est une demande où on veut faire une demande au plan régional pour le programme de restauration, création de milieux humides et hydriques. On a la demande d'entretien pour la branche 17 du cours d'eau, c'est rajouté la branche 18 ici, et la branche principale du cours d'eau Morpion. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour creuser ça de manière traditionnelle, sauf qu'on est dans une zone humide. Donc, il y a encore des vestiges de boisés. On voit que l'accumulation d'eau se fait dans ce secteur-là. Donc, les producteurs ont manifesté un intérêt pour faire des retraits de superficie cultivable avec une compensation que ce que le programme permet de faire. Donc, là, on est en train de travailler. Est-ce qu'on peut mettre une zone de conservation avec les producteurs et ne pas entretenir la branche principale du cours d'eau, mais optimiser l'entretien ou optimiser le drainage des terres hautes, mais on abandonne ce qui est saturé d'eau. Donc, j'espère que ça va marcher. C'est un gros projet, mais ça regarde très bien. L'acceptabilité est là. Et, donc, rapidement, c'est sûr que c'est bénéfique, mais c'est sûr, on a des contraintes de financement, de cadre légal. Pas toujours facile d'innover. Ça ne passe pas toujours bien au niveau des autorisations. On va aussi loin qu'on est capable avec l'argent qu'on a et l'acceptabilité sociale, mais il faut tenir compte que l'approche agronomique est absolument essentielle. Là. Ça ne sert à rien de faire ça si on n'essaie pas de contrôler les sources en amont. Hein. Parce qu'il faut être conscient des charges qui arrivent de matière en suspension année après année vers les cours d'eau. C'est immense. On a notre enjeu qui vient avec les sorties de drains qui sont à la profondeur qu'ils ont qui drainent. Il y a beaucoup d'eau qui passe, donc c'est des impacts vraiment importants. Et la végétation, ça aussi, ça remonte beaucoup le fond, la litière de fragmites qui s'accumulent d'année en année. Il faut travailler sur ces impacts-là. Mais bref, on va continuer à faire de l'entretien de cours d'eau. On peut réduire la fréquence, on peut améliorer les choses, mais à court terme, à tout le moins, c'est notre approche à tout le moins. Et je crois que les travaux d'entretien de cours d'eau, c'est une excellente occasion de parler de protection des cours d'eau agricoles et de mobiliser les acteurs du milieu. Donc, merci. Super, un grand merci à vous trois pour cette présentation-là, très complète. Et puis, on voit vraiment l'articulation et la structure de l'intégralité de vos actions. On a un petit peu avancé sur le temps. J'ai une question dans le chat que je vais prendre tout de suite. Donc, la question est la suivante, elle vient de Kobarik. Lorsqu'un producteur accepte d'implanter une bande riveraine élargie, est-ce que redonner une sinuosité au cours d'eau, augmenter le volume de stockage, diminution des vitesses, pourrait être 1. Accepté par le producteur, 2. Accepté par le MELCC sans compensation et 3. Finançable par la MRC ou autre. Donc, question emboîtée. Oui, il pourrait être un développement assez long, là, mais rapidement, je dirais quand un producteur accepte d'avoir des bandes riveraines élargies, souvent, c'est aussi tient compte du risque là, d'érosion. Dans bien des cas, ça fait partie je pense, là, on pourra confirmer, mais du calcul. De toute façon, je commence à avoir peur de m'approcher trop proche. Là. Je peux aussi bien, tant qu'à perdre le terrain, je peux aussi bien de le protéger. Là. Est-ce que redonner une sinuosité au cours d'eau, c'est pas nécessairement techniquement si facile là, tout dépend de l'ampleur de la sinuosité. On a les systèmes de drainage souterrain, sont où est-ce qu'ils sont. Là. Ça implique des déplacés. C'est assez intense comme intervention. On a quand même un corridor relativement restreint. Donc, est-ce que c'est faisable? Le producteur, il y en a qui ont accepté, c'est assez rare. Souvent, c'est dans des cas où, de toute façon, vous allez perdre le terrain. Ça va s'éroder. On est aussi bien dans cette base-là, ça devient tout à fait possible. Et par le ministère de l'Environnement, c'est, merci à l'entrée en vigueur du RAFI le 31 décembre dernier qui a débloqué un peu ce point-là, parce que sinon, ça bloquait au ministère. On nous demandait l'autorisation ministérielle et compensation financière pour destruction de milieux humides et hydriques pour les projets que je viens de vous montrer. Donc, on a eu une facture de 11 000 $ pour la branche 46 du Morpion, alors que nous, on pense vraiment que il y a eu un combat assez important avec le ministère pour dire que le cadre
ne permettait pas, mais ça a débloqué là, avec l'entrée en vigueur du règlement d'application. Et justement, finançable par la MRC ou autre, c'est un gros point. Dans certains cas, on peut augmenter un peu le coût des travaux dans une limite acceptable, mais souvent, ça va prendre un financement externe. Super, merci. Donc, il est rendu les 43. Si pas d'autres interventions, questions, vous avez quand même le temps de vous en poser une, deux supplémentaires, parce que c'est quand même un projet de danse, il y a quand même beaucoup d'éléments discutés. En tous les cas, je souhaite rappeler que les présentations ont été enregistrées. Vous aurez aussi accès aux présentations PDF des différents présentateurs prochainement. Donc, rendu là, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres interventions vis-à-vis de ce qui vous a été présenté, je vais remercier l'intégralité de nos présentateurs pour le travail effectué, puis ce partage-là, c'était vraiment, tout était très intéressant, très pertinent et finalement assez englobant là, de tous les enjeux des différents territoires. Donc, merci encore à vous. Je vais vous souhaiter une belle après-midi.